Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de 90 km/h. Aujourd'hui, on poursuit notre série de vidéos sur l'histoire des camions. Souvenez-vous, nous nous étions arrêtés en 1918 à la fin de la Grande Guerre quand il fallait redoubler d'ingéniosité pour les pneus. On continue dans la chronologie des avancées technologiques avec les freins. Et oui, il a fallu quand même attendre les années 20 pour que les camions disposent de freins. C'est assez fou quand même, hein. Les freins, donc, pour nous, ils sont induits dans nos véhicules, mais à l'époque, le système de freinage était inexistant ou rudimentaire, et en fait, il se basait sur les voitures à chevaux. Mais le poids et surtout la vitesse ont changé, donc il fallait faire mieux et surtout plus sécurisé. Le papa des freins, c'est un Français. Un Rouennais, pour être plus précise. Étant né dans la même ville, c'est important de le préciser pour vous. Il s'agit de Pierre-André Désiré Martin. C'est lui qui a inventé le système de frein à air en 1860. Il est né en 1822 et il meurt en 1894 dans la pauvreté. Vous allez voir pourquoi. Alors vous allez vous dire, elle fait encore un bond en arrière. Quand est-ce qu'on avance dans l'histoire? Mais c'est important. Notre Pierre-André, en fait, il voulait faire adopter son invention par le monde du train, sauf que personne n'en a voulu. Avant les camions, c'était le train qui était le plus développé, et puis il a été établi que les camions avaient battu le chemin de fer, si vous vous souvenez. Bref, le temps passe et le brevet du système de frein à air passe dans le domaine public. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène George Westinghouse, qui est appelé inventeur des freins. Mais vous savez désormais que c'est pas vrai. George, il est né en 1846 à Central Bridge et il décède en 1914 à New York. Il a vécu la guerre de sécession en tant que soldat, mais après il a repris ses études d'ingénieur à l'Union College et il s'intéresse à tout ce qui peut améliorer les conditions de sécurité. Son truc à lui d'ailleurs, c'est plutôt le domaine ferroviaire. Westinghouse, même s'il reprend le modèle de Monsieur Désiré, il a quand même sa part de mérite parce qu'il a forcément amélioré l'idée de notre Rouennais. C'est grâce à lui que nos freins sont automatisés sur les trains et qui s'arrêtent quand il y a un problème sur les voies. Mais les trains, c'est pas le sujet de notre chaîne, donc on retourne au camion. Si vous savez pas comment ça se passe, je vous explique, du moins j'essaie. Lorsque le moteur tourne, de l'air est produit par le compresseur. Cet air, il est conservé dans les réservoirs qui sont dédiés et la pression, elle est jaugée grâce à la pédale de frein qui, lorsqu'elle est actionnée, libère la pression, qui active les pistons, qui rapproche les plaquettes de frein au disque. J'espère que j'ai été assez claire. Normalement, vous avez pu suivre avec les images. Westinghouse, il a déposé un brevet en 1872 pour son système de frein, mais les camions, ils vont l'adopter que bien plus tard, dans les années 20. Parce qu'un troisième monsieur a eu un rôle important, l'invention des freins hydrauliques par Malcolm Loughead. Il est né en 1886 à Fremont, en Californie, et c'est un des ingénieurs des débuts de l'aérospatiale en Californie. En 1917, il a breveté les premiers freins hydrauliques. Contrairement à ceux à air comprimé, ils sont réservés aux véhicules légers et surtout ils impliquent la présence d'un liquide de frein comme sur nos voitures. Et c'est le modèle qui sera adopté par Duesenberg, un constructeur automobile américain en 1921 sur son modèle A. La même année, Duesenberg, il avait gagné au Grand Prix de France, ce qui l'a fait connaître sur notre territoire et qui a aussi permis l'utilisation massive des freins, donc enfin dans les années 20. Les années juste après la guerre, le secteur automobile, mais aussi des camions, il se développe beaucoup. Il faut relancer les économies, le transport de marchandises, il est en plein essor, etc. Et c'est pour ça aussi qu'il fallait s'assurer de la sécurité des véhicules, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux sur les routes et aussi dans les villes. Et les camions que l'on croise aujourd'hui sur nos routes se ressemblent beaucoup. Alors, je sais que pour les puristes, un Volvo n'a rien à voir avec un DAF qui ne ressemble pas à un Scania. En gros, on mélange pas les torchons et les serviettes. Mais les modèles type Berlier ou Bulldog ne sont plus vraiment présents sur nos routes. Les cabines avancées sont celles que l'on voit le plus, mais à quel moment cette transformation s'est faite? En fait, c'est au XXe siècle, mais les évolutions, elles ont été enregistrées suite à de nombreux événements, puisque l'histoire, elle a été riche en rebondissements. Après la guerre, donc, la première, l'économie, elle reprend de la force, mais il faut surtout limiter les coûts au maximum. Donc les constructeurs, ils standardisent au maximum leurs modèles, comme ça certains éléments sont réutilisables sur plusieurs camions. Un très bon exemple pour ça, c'est le Ford modèle AA, qui partage certains éléments avec la Ford A, qui est la version voiture de ce camion-là. Ils partagent le moteur, qui est un 4 cylindres. Le châssis est le même, mais celui du camion, il est plus grand et plus lourd, pour pouvoir juste supporter les lourdes charges et remplir sa fonction de transport de marchandises. Ils font 5,3 m de long pour 1,70 m de large.
Les modèles A et AA, ils ont connu des évolutions. Pour ne pas perdre les pièces déjà fabriquées, elles ont été utilisées sur d'autres modèles de la marque. Et il existait plusieurs types de AA, voitures funéraires, ambulances, camionnettes express, camions à benne basculante et même des plateaux cabines. Bref, ça a été utilisé pour plein de choses. Le tuning de camions était déjà pratiqué à l'époque. Certains transporteurs commandaient des camions avec juste la cabine qu'ils allaient faire carrosser par d'autres entreprises par la suite, comme l'a fait le service postal américain. Ce camion, il a été produit entre 1927 et 1932 à environ 480 000 exemplaires aux États-Unis avant d'être produit en URSS par Gaz, qu'en a produit 985 000 entre 1932 et 1950. Avec une telle production, ces camions-là, ils sont devenus une partie intégrante du paysage routier de l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait également reconstruire et construire les villes. En France, ce qu'on appelle le plan courant a été adopté en 1953 et il prévoyait la construction de 240 000 logements. En 1957, la politique des zones à urbaniser en priorité prévoit l'expansion des villes et surtout la création de grandes barres d'immeubles qui permettent aux Français d'être logés avec un accès à l'eau courante, l'accès au chauffage, etc. Les camions, ils vont avoir un rôle capital dans ces politiques de construction. Deux constructeurs vont se distinguer, Richard Frères et leur tracteur à chenilles et l'ébène Marel pour pouvoir transporter les gravats qui sont présents sur les chantiers. Et Berliet, il reste leader grâce à ses GLR et ses GLM, mais aussi toute sa gamme de travaux publics, à tel point qu'à partir de 1970, le slogan devient « En chantier, un véhicule sur deux est un Berliet ». Rien que ça, quoi. Les GLR, ils ont été produits entre 1950 et 1977. L'ensemble de la gamme avec les GLC, les GLR et les GLM, elle représente plus de 100 000 exemplaires vendus. Les GLR, ils ont été produits entre 1950 et 1977. L'ensemble de la gamme GLC, GLR et GLM, elle représente plus de 100 000 exemplaires. Et le GLR, il a même été élu par 32 professionnels camion du siècle en 1994 à l'occasion des 60 ans du magazine Les Routiers. Ces camions, ils ont une cabine avancée, donc on peut dire qu'ils ont un gros nez, ce qui fait très vintage lorsqu'il est arrondi comme sur les Berliet ou très américains quand ils sont plus carrés. Les camions à l'américaine, ils ont des spécificités particulières, on vous en parle bientôt. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour d'autres contenus, toujours sur les camions, on vous met les liens dans la description. En revanche, il ne ressemble pas aux camions que l'on voit sur nos routes. Ce qu'on appelle la cabine avancée ou encore cabine à capot a été inventé en 1907 quand Sternberg produisait des camions de cette forme. Le premier camion français avec une cabine conventionnelle, c'était le Berliet type M à partir de 1909 qui n'avait pas de pare-brise. En 1914, il fallait que les camions fassent au moins 7 tonnes pour avoir une cabine avancée. Et en fait, c'est aux États-Unis qui se développe beaucoup, alors qu'un camion à l'américaine, dans notre imaginaire collectif, c'est pas ça, c'est plus comme ça. En 1932, Victor Schreckengost, aidé par Ray Spiller, conçoit une nouvelle cabine pour la Cleveland White Motors Company, qui est avancée, mais en fait, elle se bascule en avant pour pouvoir accéder au moteur situé en dessous. Donc on a la cabine et le moteur en dessous. Victor, il est né en 1906 dans l'Ohio, dans une famille nombreuse. Son père, il était dans la céramique. Certains de ses frères, ils vont continuer dans cette voie-là. Mais lui, il va faire énormément de choses, de la sculpture, de la peinture, par exemple. Ses œuvres, elles vont même être exposées dans plusieurs musées, à Chicago, à San Francisco, etc. Mais il est également dessinateur industriel. Avec Ray Spiller, ils font donc la fameuse cabine et il enseigne même à l'école d'art de Cleveland pendant 50 ans. Il est vraiment touche à tout, comme l'indique la page d'accueil de sa fondation, qu'il va falloir que je lise parce que c'est un petit peu long. Accrochez-vous. C'est parti. Chaque adulte en Amérique a monté sur, bu, stocké ses affaires, mangé, s'est costumé, a tondu sa pelouse avec, a joué avec, a éclairé la nuit avec, a vu dans un musée, a rafraîchi sa chambre avec, a lu sur, a imprimé avec, s'est assis sur, a passé un appel avec, a apprécié au théâtre, a caché sa gnôle dans, a collectionné, a été récompensé par, a vu dans un zoo, a mis ses fleurs dans, parce qu'il a fait un vase qui est hyper connu, a été accroché sur son mur, a livré du lait dans, a lu quelque chose d'imprimé sur, a vu à l'exposition universelle, a détecté des combattants ennemis avec, a écrit sur, a eu un bras ou une jambe
remplacé par, a obtenu son diplôme de, a été protégé par ou a vu à la Maison Blanche quelque chose créé par Victor Schreckengost. Je vais reprendre mon souffle. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de reprendre cette forme-là alors que c'était pas la norme de l'époque, vous allez me dire? La loi aux États-Unis, elle stipulait qu'un camion ne pouvait pas dépasser 12,80 m sur l'autoroute, alors il fallait gagner de la place pour transporter plus de marchandises. Ils appellent ce modèle le camelback et Victor y brevette le système en 1934. En 1951, l'entreprise pour laquelle avait été inventée la cabine avancée, qui est celle qui produit le plus de camions aux États-Unis à l'époque, s'associe à Freightliner, qui est détenu par Daimler Trucks, toujours là Daimler. Ils font évoluer leur modèle et en 1958, White Freightliner présente son propre modèle où la cabine s'incline désormais à 90 degrés. L'avantage de ce type de cabine, notamment en Europe et dans nos vieilles villes, ça réside dans sa manipulation. Ils sont plus simples à manœuvrer et les réglementations, ça l'explique également. L'Union européenne, elle fixe à 18,75 m de long la taille des poids lourds sur les territoires. Dans les années 70, l'essor du transport de marchandises à l'international pousse les dirigeants à harmoniser les normes. Déjà, plusieurs années auparavant, plusieurs lois et normes s'imposent aux constructeurs et aux conducteurs. Depuis 1955, les véhicules doivent pouvoir être freinés pendant la marche avant ou arrière, quand même, avec un dispositif principal mais aussi un d'urgence, sans que le conducteur ait à enlever les mains du volant. Le dispositif d'urgence, il doit agir sur au moins 40% de l'ensemble du véhicule. Pour les poids lourds, il faut donc prendre en compte tout le chargement et le camion de base. À partir de 1965, toujours sur le chapitre des freins, le système de freinage des roues, il doit être dissocié des roues arrière, des roues avant, pour qu'il y ait en fait au moins un des deux qui puisse fonctionner. Sauf si le véhicule il fait moins de 16 tonnes et que la pédale de frein, elle active directement les freins d'urgence. Et en 1969, ils obligent l'installation de freins qui permettent au véhicule de rester à l'arrêt sur une pente de 18% avec la boîte de vitesse au point bas. La Convention de Vienne sur la circulation routière de 1968, elle a harmonisé les règles de tous les véhicules dont les poids lourds font partie. C'est cette convention qui désigne la différence poids à vide et poids en charge, soit le poids total autorisé en charge pour les camions. Elle standardise également la question des permis pour que les chauffeurs routiers y puissent circuler et réaliser des livraisons à l'international sans avoir à passer d'autres formations supplémentaires. Aussi, ça facilite le passage aux douanes. Et au début des années 70, ce qui est appelé désormais les normes Euro, elles régulent les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur leur rejet de gaz nocifs. En 23 ans, on estime que les particules ont été divisées par 35, et ce qui semble être une contrainte est en réalité une nécessité compte tenu du nombre de camions sur les routes à travers le monde et surtout le transport de marchandises toujours plus intensif. Et au début des années 70, ce qui est appelé désormais les normes Euro, elles régulent les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur leur rejet de gaz nocif. En 23 ans, on estime que les particules ont été divisées par 35, ce qui semble être une contrainte est en réalité une nécessité compte tenu du nombre de camions sur les routes à travers le monde, mais surtout parce que le transport de marchandises, il est toujours plus intensif. Et c'est en 1983 que les limitateurs de vitesse sont entrés en rigueur. 90 km/h pour les ensembles compris entre 10 et 19 tonnes, 80 km/h pour ceux de plus de 19 tonnes, mais aussi les transports en commun. L'accord européen sur les poids et les dimensions des véhicules routiers, ça nous donne le poids autorisé sur les véhicules selon le nombre d'essieux. Pour 2, c'est 19 tonnes, pour 3, 26 tonnes, pour 4, 32 tonnes, et pour les véhicules articulés, pour 4 essieux, c'est 38 tonnes, et pour 5, c'est 44 tonnes. En cas de non-respect de ces règles, les amendes pour les transporteurs sont salées, allant jusqu'à un déchargement si l'excès dépasse 5%. Une autre avancée technologique utilisée par tous les usagers de la route, et surtout qui a changé la vie de tous ceux qui sont derrière un volant, j'ai nommé le GPS. Je sais que certains s'agacent de plus voir les chauffeurs routiers se servir d'une carte papier, mais on en a quand même bien besoin maintenant. C'est le département de la défense des États-Unis qui met en place ce système en 1973. Les satellites permettent de connaître votre position en temps réel, mais ça vous savez déjà. Si les premiers GPS sortent dans les années 90 pour une utilisation civile, il faut attendre 2004 pour que les camions commencent à avoir des itinéraires adaptés à leur gabarit, notamment grâce à Copilot Truck. Snooper, lui, il se proclame pionnier et il est reconnu comme le premier à commercialiser un GPS spécialement conçu pour les poids lourds.
Il permet de renseigner le modèle du camion et sa cargaison pour avoir son gabarit. Ça permet d'éviter les routes interdites à la circulation de poids lourds et surtout de proposer un itinéraire adapté en évitant les virages serrés, les grosses pentes, ce genre de choses. Snowper, lui, il couvre 46 pays actuellement et les mises à jour, elles sont gratuites. Il y a d'autres fournisseurs de GPS qui sont conçus pour les poids lourds qui existent, notamment TomTomGo, Garmin, etc. Vous l'avez compris, le siècle qui vient de s'écouler a été riche en avancées technologiques et en confort de conduite. On en oublierait presque toutes ces évolutions lorsqu'on se place derrière un volant de nos jours. Je ne peux pas vous parler de tous les éléments des camions qui ont connu de belles avancées, comme les leviers de vitesse par exemple. Si ça vous intéresse, on préparera un épisode dédié aux éléments que vous nous mettez en commentaire. Moi, j'ai déjà hâte du coup, de commencer mes recherches parce que ça m'intéresse. Si cet épisode, il vous a plu, je vous laisse liker, commenter et partager la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et dans le prochain épisode de cette série, on s'attaque au futur du camion et des transformations qui sont actuellement en cours. On se dit à très vite et surtout, on vous souhaite une bonne route.